Merci beaucoup pour cette introduction, donc, et je vais me présenter avant de vous présenter mes travaux. Donc, comme j'ai déjà été introduite, je m'appelle Yentl de Roche-Lédier, doctorante à l'UMR Innovation, encadrée par Yuna Chifolo et Grégory Ackermann. Et mes travaux de thèse portent sur, en effet, la résilience des exploitations maraîchères en Occitanie. Je vais simplement revenir un tout petit peu pour vous remettre dans le contexte sur l'évolution de mon sujet de thèse, parce que initialement, il parlait simplement du Covid. Et ça va être mon introduction vers mon sujet d'aujourd'hui. En fait, en 2020, tout le monde s'en rappelle encore, je pense, on a eu la crise Covid qui a débuté début 2020, en mars 2020, et on a eu une grande phase de confinement durant laquelle une équipe de chercheurs et chercheuses, et notamment Yuna et Grégory y ont beaucoup participé, ont mené des enquêtes sur comment est-ce que les gens se sont réorganisés pendant ce confinement, comment est-ce qu'ils se sont réadaptés, que ce soit pour les consommateurs, consommatrices, mais également les producteurs et productrices. À l'issue de cette grande enquête, ils ont sorti un ouvrage qui s'appelle Manger au temps du coronavirus. Et en fait, à l'issue de cet ouvrage et de ces réflexions collectives, ils se sont posé la question d'un peu l'effet qu'avaient les relations sociales dans les réorganisations qu'ils avaient pu observer pendant la crise Covid. Et c'est là, en fait, qu'est né mon sujet de thèse, qui a été pensé à ce moment-là, et proposé en 2021. Et j'ai commencé ma thèse en octobre 2021 avec, au départ, cette question de des relations sociales et la réorganisation de l'activité économique des producteurs et productrices durant la crise Covid. Ma thèse débute et en 2022, on a deux éléments qui viennent déjà modifier un peu mon sujet. Le premier, c'est qu'on a la guerre en Ukraine qui se déclare en février 2022 et on a également les effets post-Covid qui commencent à se faire sentir et donc les débuts de l'inflation. En parallèle, avec le RMT Alimentation Locale, on mène une enquête sur les ventes en circuit court et leur baisse, leur diminution, enfin en tout cas essayer de comprendre s'il y avait eu cette baisse ou non, puisqu'on avait eu beaucoup de cris d'alerte, et essayer de comprendre un peu cette situation, ce qui commence à me faire dire que finalement la crise Covid n'est peut-être pas la seule crise à étudier. Et c'est confirmé par l'été 2022, durant lequel on assiste à une sécheresse qui dure plus longtemps que l'été 2022 d'ailleurs et qui est également confirmé par des entretiens que j'ai pu faire au préalable début 2023 et fin 2022, début 2023, avec des gens qui me parlent non seulement de la crise Covid, mais également de l'inflation, de la sécheresse. Et en fait, c'est vraiment en lien avec le contexte actuel de succession de ces crises qui sont vraiment très rapprochées et qui ont des effets les unes les autres, que mon sujet s'est transformé pour essayer de réfléchir à la résilience des exploitations maraîchères face aux crises et plus seulement à la crise Covid et en portant une attention particulière donc aux relations sociales que joue au rôle des relations sociales dans ces crises. Voilà pour ce qui est une rapide présentation de mon sujet de thèse. Et finalement, ce qui est resté comme mot dans ce sujet, c'est le premier, c'est résilience. Et je voulais vous rappeler rapidement l'évolution de cette notion qui n'est pas très ancienne, mais qui a quand même été mobilisée par plusieurs disciplines depuis le début des années 50 et qui a permis de définir un peu les grands traits de ce qu'est la résilience. Dans les années 1950, finalement, les premiers à mobiliser cette notion sont les physiciens. Et en physique, la résilience définit alors la capacité d'un matériau à retrouver son état initial après une forte pression. Passe ensuite à l'écologie, qui a vraiment été le moment où la notion a été assez popularisée. Et là, on parle d'évolution de l'écosystème pour maintenir les fonctions écologiques après un choc. Les psychologues s'en emparent dans les années 80 pour étudier la façon dont les gens rebondissent après un traumatisme. Et enfin, les sciences humaines et sociales, et notamment avec le groupe Résilience Alliance dans les années 90 et particulièrement en 99, popularisent la notion pour les sciences humaines et sociales en s'intéressant notamment aux liens entre humain, environnement naturel et résilience. Plus récemment encore, on a donc finalement la résilience des systèmes alimentaires qui est plutôt une application thématique de cette notion aux systèmes alimentaires. Avec ces différentes mobilisations de la notion par plusieurs disciplines, on peut définir quelques grands principes qui permettent de cadrer un peu ce qu'est la résilience et en quoi est-ce qu'elle est en lien avec d'autres notions qui peut-être
vous intéressent ou en tout cas sont souvent liées à celle de résilience. Et la première, c'est celle de vulnérabilité. Finalement, en fait, on peut distinguer ces deux notions qui sont quand même liées par le fait qu'elles approchent différemment la perturbation. D'un côté, on a la vulnérabilité qui mesure la fragilité d'un système avant sa crise. Donc, en fait, c'est le potentiel degré d'endommagement du système avant que la crise n'arrive. Tandis que la résilience arrive après un choc, en tout cas, puisque c'est la réponse à une perturbation. C'est pas l'absence de perturbation, c'est vraiment le processus qui se met en place à la suite. Et ce que l'on peut aussi dire à ce stade, et qui a été beaucoup repris dans les travaux des différentes disciplines, c'est l'idée de processus. Euh, la résilience, c'est à la fois la capacité d'un système, mais c'est aussi un processus avec plusieurs étapes que je vous cite ici. Il y a une étape de résistance et d'absorption au choc. L'idée, c'est d'atténuer les effets du choc lorsque celui-ci arrive. Une phase d'adaptation où on essaye de maintenir les fonctions malgré des changements dus aux perturbations. Et une phase de transformation. Et là, l'idée, c'est de changer certains paramètres du système qu'on étudie pour atténuer les prochaines perturbations. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui permettent de définir la résilience et qui sont des enseignements généraux tirés de ces évolutions à travers les disciplines. Un autre élément qui est souvent lié à celui de résilience, c'est le terme transition. Et en fait, pourquoi ces deux termes sont liés et comment est-ce qu'ils peuvent être étudiés et, et intéressants? En fait, c'est ce que je vous disais, la résilience, c'est pas seulement résister au choc, c'est aussi se transformer. Et en fait, on réfléchit du coup à quelles sont les fonctions qu'on conserve quand on transforme le système, comment est-ce que on opère les changements. Et finalement, c'est comme ça qu'on lie résilience et transition, parce que la transition, finalement, c'est penser ces changements tout en maintenant ces fonctions, et c'est aussi penser des changements qui permettent, sur le plus long terme, de limiter les perturbations. Et donc, lier ces deux notions, ça permet aussi de réfléchir à la transition en réfléchissant aux conséquences que peuvent avoir les changements de pratique qu'on opère face à de futures perturbations. Euh, voilà, et ça a été plutôt mis en évidence par les travaux de sciences humaines et sociales donc depuis les années 90 qui réfléchissent aux transitions, notamment de modes de vie humains et leurs effets sur les écosystèmes. Et enfin, j'arrive plus à... ah, voilà. Et enfin, ces différents travaux ont aussi permis de mettre en avant des facteurs de résilience. Ce sont des éléments qui facilitent la mise en place de réponses adéquates et rapides. Là, je vous ai mis les trois principaux et qui sont assez génériques. Ils ont pu être déclinés après, par exemple, à à certaines échelles, mais qui restent un peu des grands principes à avoir en tête quand on parle de résilience. On a le premier, c'est pardon, j'admets déjà en même temps. Euh, c'est la diversité et la redondance. La diversité, quand on parle par exemple d'une exploitation agricole, ça peut être de ses productions, de ses circuits de distribution, et ce, afin d'atténuer le choc, pour limiter finalement la propagation d'un choc sur tout le système de production. On parle aussi souvent d'apprentissage, et ça, c'est tous les phénomènes d'apprentissage qui permettent du coup d'apprendre une crise pour mieux anticiper les autres et avoir des réponses plus adéquates aux futures perturbations qu'on pourra rencontrer. Et on a aussi un facteur important qui est celui de la coordination. Comment est-ce que les individus se coordonnent, s'organisent entre eux pour avoir une réponse rapide et collective face à cette crise. Donc ça, ce sont un peu les enseignements généraux qu'on peut retenir de la notion de résilience, que c'est un processus qui est lié à d'autres notions, mais qu'il faut quand même distinguer, notamment de transition, et qu'il existe des facteurs. Maintenant, si on rentre un peu plus précisément dans le domaine qui nous intéresse, à savoir celui de la résilience alimentaire, plusieurs travaux ont été menés à ce sujet. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces travaux se datent quand même seulement des années 2010, à peu près, et sont une application finalement au système alimentaire de tous ces principes. Le succès de la résilience alimentaire, il vient de la dimension finalement assez englobante que recouvre ce terme, parfois avec des mobilisations assez controversées du terme. Toutefois, il permet de prendre en compte les dimensions à la fois environnementales, économiques et sociales des systèmes alimentaires. Donc vraiment de réfléchir à la globalité du système. On a vu une explosion des travaux depuis la crise Covid qui a eu une sorte d'effet catalyseur, mobilisateur. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont emparés de ce cas pour réfléchir à ce qu'était la résilience de nos systèmes alimentaires.
certains pour étudier la résilience de systèmes alimentaires locaux, essayer de comprendre comment est-ce qu'on explique cette résilience, ces réponses à ce choc de la crise Covid, et d'autres plutôt dans une idée d'apprentissage, de tirer des leçons de la crise Covid et de comment est-ce qu'on pourrait mieux être davantage résilient face aux futures crises. En tout cas, toujours est-il que c'est une période durant laquelle on a vu de nombreux travaux s'intéresser à ce sujet. Et tous mobilisent la notion de résilience alimentaire définie par Tendal et ses co-auteurs. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette définition qui est assez largement diffusée, qui définit la résilience des systèmes alimentaires comme étant la capacité d'un système alimentaire et de ses composantes à différents niveaux à fournir une alimentation suffisante, appropriée, accessible à tous, ce de manière durable malgré des perturbations diverses, voire imprévues. Donc en fait, cette définition, elle est assez large, mais elle sert à de nombreux chercheurs et chercheuses. Et dans la définition est mentionné le fait que c'est une capacité du système alimentaire ou bien de ses composantes. Et parmi finalement les composantes du système alimentaire qui sont le plus souvent étudiées, ce sont les exploitations agricoles qui ressortent souvent. En effet, les exploitations agricoles, du fait de leur activité économique de production et de distribution de production alimentaire participent en effet à la résilience alimentaire. Et c'est souvent à cette échelle-là que des travaux ont été menés. Euh, souvent, du coup, c'est là que s'opère un changement dans ce que je vais vous dire. Je vais plutôt parler, moi, de résilience des exploitations agricoles plutôt que de résilience alimentaire. Je m'intéresse vraiment à la façon dont les exploitations agricoles, et particulièrement maraîchères, résistent aux crises et se transforment à leur issue. En ce qui concerne la résilience des exploitations agricoles, donc, on peut distinguer les travaux en trois approches. Une approche plutôt par les perceptions, c'est tous les travaux qui se sont intéressés à la façon dont les agriculteurs et agricultrices s'appropriaient, par exemple, cette notion en essayant de comprendre comment les paramètres personnels de chaque personne influencent sur cette appropriation de la notion ou pas. Mais ces travaux, parfois, ont une dimension assez psychologisante qui peut être intéressante puisqu'elle permet de montrer qu'il y a quand même des effets de notre construction individuelle sur l'appropriation de cette notion, mais en effaçant parfois un peu trop le contexte plus large dans lequel l'individu s'approprie ce genre de notion. On a ensuite une approche qui est plutôt faite par les facteurs et les indicateurs de résilience. C'est une approche qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui, avec beaucoup de travaux qui s'intéressent à la création d'indicateurs de résilience au niveau des fermes ou même au niveau des systèmes alimentaires pour le coup, et qui tentent à chaque fois de mesurer la résilience du système alimentaire ou des fermes. Et donc, c'est là qu'on retrouve le lien avec la vulnérabilité. Souvent, ce sont des indicateurs qui, du coup, finalement, caractérisent une exploitation agricole comme étant plus ou moins vulnérable ou plus ou moins résiliente. Pardon. Sauf que, une fois qu'on a ces indicateurs et ces mesures qui sont réalisées, on a du mal à comprendre comment vont être améliorés ces niveaux de résilience. Et parfois, ces travaux donnent un peu un effet une idée de tendance automatique de facteurs de résilience qui s'appliqueraient et qui permettraient d'augmenter ce niveau de résilience. Et enfin, on a une troisième approche de la résilience des exploitations agricoles, qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est celle par les relations entre entités du système alimentaire, et je dirais même plus précisément dans notre cas, une approche par les relations qu'entretiennent les exploitations agricoles, et les exploitations maraîchères en particulier, avec d'autres acteurs et la façon dont ces relations influencent leur résilience au niveau de l'exploitation agricole. Et en fait, ces travaux, pour s'intéresser aux relations et aux effets des relations sociales sur la résilience des exploitations agricoles, mobilisent souvent l'analyse de réseau. On a deux grands types de travaux qui sont menés jusqu'alors pour montrer les effets des relations sociales sur la résilience des exploitations agricoles. On a un premier pan de travaux qui s'intéressent à l'analyse de la structure du réseau, c'est-à-dire comme la petite image que je vous ai mise qui essaye d'illustrer un peu, on essaye de comprendre vraiment dans la globalité la façon dont est formé le réseau, quelles sont les natures de relations entre les gens, est-ce que ce réseau est plus ou moins grand, plus ou moins petit, plus ou moins dense, et la façon dont cette structure de réseau, du coup, influence la résilience des exploitations agricoles.
Cette catégorie de travaux, il y a des chercheurs et chercheuses qui ont montré, par exemple, que des réseaux dans lesquels on a une pluralité d'acteurs, de plusieurs entités, que les exploitations agricoles sont en lien pas seulement avec d'autres exploitations agricoles, par exemple, facilitent la gouvernance du système alimentaire et, par exemple, la diversité des circuits et des réseaux de distribution, donc c'est-à-dire qu'une exploitation qui est en lien avec plusieurs types de clients euh, assure mieux l'approvisionnement alimentaire et plus facile et peut se réadapter plus facilement en cas de choc sur l'un de ces systèmes de distribution. Une autre catégorie de travaux, c'est celle que je vous ai mise en dessous, s'intéresse aux positions sociales. Et donc là, on n'est plus à la même échelle, on est à l'intérieur du réseau et on essaye de voir la position sociale qu'occupe l'exploitation agricole. Est-ce qu'elle est par exemple au centre du réseau ou bien au contraire, est-ce qu'elle est à l'extérieur du réseau? Est-ce qu'elle est plus ou moins reliée à d'autres personnes au sein de son réseau social? Et on essaie de comprendre là comment est-ce que cette position sociale peut influencer là aussi sa capacité à faire face à un choc. Et il y a des travaux qui montrent que la position d'intermédiaire entre deux réseaux, par exemple, qu'un agriculteur ou une agricultrice peut avoir, favorise la diffusion d'informations et donc les capacités d'anticiper des chocs. Euh, voilà pour ce qui est des travaux qui sont pour l'instant développés sur la question. Et en tout cas, l'ensemble de ces travaux prouve la pertinence de s'intéresser aux relations sociales pour étudier la résilience des exploitations agricoles, puisqu'il montre, en tout cas à chaque fois, qu'il y a des effets de ces relations sur la résilience des exploitations agricoles. Dans le cadre de ma thèse, je poursuis du coup ces travaux en m'intéressant plus particulièrement à ce qu'on appelle dans un premier cas les chaînes relationnelles. C'est ce que l'on voit en haut. Euh, et finalement, les chaînes relationnelles, qu'est-ce que c'est? J'essaye de comprendre comment une exploitation a obtenu ce dont elle avait besoin pour faire face à une crise. Donc finalement, c'est identifier les besoins euh, des agriculteurs et agricultrices au moment d'une crise, vers qui est-ce qu'ils se sont tournés pour obtenir ces ressources et quelle est la nature des relations qui lient entre les acteurs du réseau mobilisé. Je donne un exemple pour illustrer ce qu'est une chaîne relationnelle. Par exemple, pendant la crise Covid, un agriculteur que j'ai interrogé, Adrien, a mis en place un système de livraison de paniers. Pour ce faire, il a eu besoin d'un camion. Et donc, le camion, c'est ce que j'ai appelé ici ressources, que vous voyez ici. Pour obtenir ce camion, il a demandé à un ami producteur qui est voisin de lui prêter le sien. Et donc là, on identifie un acteur en présence et la nature de la relation, c'est une relation plutôt amicale. Et donc, avec tous ces éléments, on peut ensuite essayer de voir quelles sont les ressources qui ont été le plus nécessaires, qui ont été les acteurs le plus mobilisés et quelle nature de relations ont eu des effets. Lié à cette première analyse des chaînes relationnelles, j'ai aussi analysé les dynamiques relationnelles. Et là, on parle de la façon dont les relations entre acteurs ont évolué, soit au cours de la crise, soit à l'issue de la crise. Et également, est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu? Est-ce que les agriculteurs et agricultrices se sont mis en relation avec des personnes avec qui elles n'étaient pas avant? Par exemple, j'ai le cas dans le Tarn, de producteurs qui se sont tournés vers des magasins bio spécialisés alors qu'ils ne travaillaient pas avec avant en crise, mais qui les ont contactés à ce moment-là. Et donc, il y a eu une création de nouvelles relations commerciales et donc de nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu. Euh, avec tous ces éléments, voilà un peu comment je réfléchis, comment est-ce que je m'intéresse à la résilience des exploitations agricoles en passant par les relations. Finalement, je considère les exploitations agricoles comme ayant une activité économique, ce qui est le cas. Cette activité économique se réalise avec des ressources. Et en fait, une crise, c'est finalement lorsque on a une perte de ces ressources. Par exemple, pendant la crise Covid, elles ont perdu leur débouché, qui peut être une ressource importante. Et donc, la résilience, c'est tout le processus qui consiste à retrouver ces ressources. Et moi, dans tout ça, avec ce cadre, en tout cas, je m'intéresse à l'effet des relations sur la réacquisition de ces ressources.
Est-ce que avant de passer à mon terrain, méthode d'enquête et mes résultats, il y a des questions sur la partie plus théorique euh, ou est-ce qu'on les fait tout à la fin? Je sais pas ce qui est le mieux. C'est vrai qu'on s'était dit que, on pouvait prendre quelques questions autour de la notion de résilience s'il y en avait voilà, pour qu'on soit bien au clair avant de passer à la suite. S'il n'y en a pas, donc n'hésitez pas à lever la main ou à mettre d'ailleurs au fur et à mesure dans les commentaires vos questions. Écoute, je te laisse passer à la suite et Oui, on débattra à la fin. oui, ça marche. Merci. Euh, donc je continue. Également, les questions dans le chat, je les vois pas pour l'instant, mais j'y répondrai si jamais ensuite. Donc voilà pour ce qui était voilà pour ce qui est de mes questions que je me pose et comment est-ce que du coup ah, comment est-ce que j'ai réalisé mon terrain? J'ai en fait, finalement, je vous disais, la résilience, il y a trois étapes, une étape d'absorption, une d'adaptation et une de transformation. Vous m'entendrez beaucoup le dire. Et c'est en me basant sur notamment cette dernière étape de transformation que j'ai identifié des exploitations maraîchères. Euh, j'ai considéré comme résilientes des exploitations qui ont surmonté la crise Covid et qui ont opéré des changements, donc qui ont été dans cette phase de transformation à l'issue de la première crise, donc de la crise Covid. C'est des exploitations qui ont soit modifié leur mode de commercialisation, donc qui ont diversifié leurs circuits, soit vers du long, soit vers du court, mais qui en tout cas ont opéré un changement dans leur commercialisation depuis la crise Covid, soit qui ont opéré un changement dans leur production, donc qui ont soit diversifié vers d'autres types de production, soit une diversification d'activités. Comment est-ce que j'ai identifié ces exploitations maraîchères en Occitanie en passant par des intermédiaires qui sont en lien avec des agriculteurs et agricultrices? C'est par exemple tous les, tous les animateurs et animatrices que vous êtes aujourd'hui qui travaillent avec les maraîchers et maraîchères au sein des CIVAM, mais aussi auprès des chambres d'agriculture, des GAB, de la PABA en Aveyron par exemple, des réseaux de boutiques paysannes pour identifier des agriculteurs qui seraient rentrés dans ce mode de commercialisation ou en passant par des groupements d'achat. Donc c'est vraiment une première phase où avec tous ces intermédiaires, tout ce réseau de partenaires des agriculteurs et agricultrices, j'ai pu identifier ces personnes. Et ensuite, comment est-ce que les entretiens ont été réalisés? C'est ce qu'on appelle les entretiens semi-directifs qui ont été faits avec 50 personnes. C'est-à-dire que j'ai posé des questions tout en les laissant assez largement dérouler leur parcours, le fonctionnement de leur exploitation, comment est-ce que ça s'est passé pour eux pendant Covid, en revenant à chaque fois sur ce dont ils ont eu besoin, sur qui est-ce qu'ils sont allés chercher pour faire ça. La même chose pour l'inflation et la sécheresse. Donc voilà pour un peu pour voir où est-ce que se trouvent les différentes personnes que j'ai pu rencontrer. Donc c'est tout en Occitanie. Je suis basée à Montpellier, donc c'est pour ça qu'il y en a un peu plus dans l'Hérault. Mais globalement, il y en a dans beaucoup de départements. Ce qui est représenté sur la carte, c'est circuits de distribution que j'ai appelé mixte, c'est-à-dire des gens qui ont à la fois des circuits courts de la vente directe et un circuit plus long. Souvent, c'est de la vente à un grossiste. Et on a également la taille des exploitations qui est mise en évidence par les couleurs. Globalement, on a beaucoup d'exploitations qui sont entre 2 et 5 hectares ou moins de 2 hectares. Donc des petites exploitations plutôt aussi, qui sont notamment liées à des installations plus jeunes. Euh, D'autres informations sur les personnes que j'ai pu interroger, c'est les productions qu'elles avaient en plus du maraîchage. Alors, j'ai pas encore pu je sais que j'ai des agriculteurs et agricultrices que je suis allée voir qui sont plutôt sur seulement quelques variétés de légumes, tandis qu'une grande partie d'entre eux, quand même, sont sur du maraîchage diversifié. Mais d'autres ont aussi d'autres types de production, par exemple de l'élevage. Alors, dans l'élevage, c'est plutôt ce qui est... j'ai distingué élevage de cochons et de poules et de brebis de celui de poules parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé des poules pondeuses. Il y en a aussi quelques-uns qui font en même temps de l'arboriculture. Alors, c'est pas de l'agroforesterie, pour le coup, c'est vraiment deux activités distinctes, ou des grandes cultures.
Voilà pour les informations. Et ensuite, comme je m'intéresse aux réseaux, je leur ai posé des questions sur les réseaux auxquels ils appartenaient. Ce que j'ai appelé réseau agricole, c'est tous les réseaux qui leur permettent d'avoir des informations sur leur mode de production ou en tout cas d'être en lien avec d'autres producteurs et productrices. Et donc, il y en a beaucoup qui en font partie. C'est notamment dû au fait que je les ai interrogés via les CIVAM, la PABA, le GAB, tout ça. Mais j'ai aussi demandé à chaque agriculteur de me nommer d'autres personnes. Et donc, j'ai pu un peu sortir de ces réseaux agricoles. Et pour ceux qui appartiennent à des réseaux, donc, on voit qu'en moyenne, ils appartiennent soit à un réseau, soit à un ou deux réseaux, mais euh, et rarement plus. Voilà. Donc, quand même, il y en a quelques-uns qui en ont plus. On va passer à la partie résultat, qui est, je pense, la partie qui vous intéresse le plus. Alors, du coup, ma thèse porte sur trois crises et là, je vais vous en présenter deux, puisque j'ai pas encore eu le temps de travailler celle de la sécheresse, même si je pense que c'est celle qui est particulièrement intéressante à l'heure actuelle. Je vais commencer par parler de la crise Covid et quelques éléments que j'ai pu euh, identifier dans mes notes, dans mes analyses, pardon. Alors simplement, avant de parler des résultats, on va revenir sur la crise Covid. Là, on a une frise chronologique assez détaillée euh, de toutes les étapes qui ont constitué la crise qu'on appelle la crise Covid et qui est plus large finalement que simplement le confinement. Et c'est ça aussi que je voulais rappeler, c'est que dans les caractéristiques de cette crise, on a vraiment des bornes temporelles vraiment très claires, qui sont le début du confinement et la fin du confinement. Mais moi, dans mon cas, je m'intéresse à la crise Covid allant jusqu'à début 2022, donc avant que la crise de l'inflation ne commence avec la guerre en Ukraine. Euh, Ce que je vous ai rappelé en bas aussi, c'est ce que j'ai appelé ensuite dans mes analyses la phase d'absorption, d'adaptation ou de transformation. Et finalement, j'ai découpé les phases comme ça. L'absorption, ça correspond plutôt à la phase de l'annonce du confinement et des premières semaines. Donc, c'est un peu les phases où ils ont un peu appris la nouvelle, réagi rapidement en essayant de trouver des solutions sur le tas. Une phase d'adaptation qui correspond à la phase de confinement en entier et la fin du confinement qui va jusqu'à fin juin, puisque finalement, les marchés ont réouvert progressivement. Donc, à fin juin, il y avait un retour de situation à peu près normale, entre guillemets, et une phase de transformation qui va de fin juin à janvier 2022. Donc ça fait une grosse phase de transformation, mais c'était pour voir un peu ce qui s'était mis en place dans tout ce temps-là. Donc voilà pour ce qui est des rappels temporels. Et donc, comme je vous disais, je me suis d'abord intéressée aux ressources dont ils avaient eu besoin. Donc, de quoi est-ce qu'ils ont eu besoin pendant la crise Covid? Et finalement, on voit apparaître à de nombreux endroits sur le schéma le mot client. C'est sans surprise finalement, puisque la crise Covid a participé en grande partie à faire perdre des débouchés aux exploitations, aux maraîchers et maraîchères. Et il y avait un enjeu finalement que j'ai pas noté là, mais il y a deux enjeux. Il y avait l'enjeu du coup de maintenir les clients qui étaient déjà des clients à eux, mais qu'ils ont perdu de vue du fait de la fermeture des marchés de plein vent. Et il y avait l'enjeu aussi de trouver de nouveaux clients qu'ils n'avaient pas encore, mais dont ils avaient besoin pour compenser les pertes et les réorganisations dues au Covid. Quelles ont été les ressources qui ont été perdues? Eh bien, c'est tout ce qui est, c'est ce que je vous disais, clients. Il y a eu des pertes de clients en circuit court qui, du fait des fermetures, des confinements, des déplacements de personnes, ne sont plus venus leur acheter leurs légumes. Il y a eu la perte des clients en vente directe, bien évidemment. Et donc, tout l'enjeu, ça a été de retrouver, je vous ai mis des ressources perdues, parce qu'en fait, l'enjeu, ça a été du coup de retrouver des clients, que ce soit en circuit court, en vente directe, ou bien via des entreprises. Il y a beaucoup de producteurs et productrices qui sont allés taper à la porte de magasins spécialisés. Et il y a d'autres ressources qu'ils n'avaient pas forcément perdues, mais qu'ils ont obtenues pour faire face à cette crise aussi. C'est ce que j'ai appelé en particulier soutien instrumental. Bon, ça regroupe en fait toutes les aides qu'ils ont pu avoir de leurs amis, de la famille, d'autres producteurs et productrices pour se réorganiser. C'est tout ce qui est en fait un peu il y avait eu un appel à aller aider les producteurs et productrices. Et bien c'est un peu le résultat de cet appel.
c'est d'aller aider de la main-d'œuvre pour faire des paniers, pour livrer ces paniers, par exemple. Et on a une grosse partie de matériel qui a été nécessaire, qui est très pratique, mais c'est l'idée de camions ou en tout cas de locaux pour pouvoir organiser ces redistributions et cette réorganisation des circuits. Maintenant, si on regarde comment est-ce qu'ils ont obtenu ces ressources, j'ai distingué trois types de modes d'accès à ces ressources. On a en bleu ce que j'ai appelé le mode d'accès relationnel. C'est toutes les relations interpersonnelles que les agriculteurs ont mobilisées pour faire face à la crise Covid. On a en rouge ce que j'ai appelé médiation non relationnelle, c'est-à-dire quand les agriculteurs se sont tournés non pas vers un individu ciblé, mais vers une organisation, par exemple la mairie ou par exemple une institution locale ou une institution publique comme la DRAF ou la direction des protections des populations. Et j'ai distingué en jaune les organisations agricoles qui regroupent les chambres d'agriculture, les CIVAM, les réseaux non, c'est essentiellement chambres d'agriculture et CIVAM, oui, vers qui certains et certaines agriculteurs et agricultrices se sont tournés pour obtenir ces ressources dont ils ont eu besoin. Finalement, ce qu'on voit, et ça corrobore les travaux dont je vous parlais précédemment, c'est que les relations interpersonnelles sont vraiment importantes dans l'acquisition de ces ressources. Finalement, on voit que plus de 60% des ressources ont été acquises par des relations interpersonnelles, ce qui montre que vraiment il y a eu une mobilisation forte de relations déjà existantes et entre de personne à personne presque. Je reviendrai sur le trait jaune ensuite, mais c'était pour le distinguer aussi. Et en fait, si on va un peu plus loin dans ces relations interpersonnelles, on réfléchit à qui sont les personnes qui ont été mobilisées pour faire face à cette crise, on a différents acteurs qui entrent en jeu en fonction des phases dans lesquelles on se trouve. Si on part de la phase d'absorption, donc qui est le tout début du confinement, le moment où il a fallu se réorganiser vite et essayer de comprendre comment ça s'est passé, eh bien, les agriculteurs et agricultrices se sont tournés beaucoup vers leurs clients, que ce soit les clients particuliers qui sont en vert, ou bien les clients que j'ai appelés clients d'entreprise, qui sont souvent les magasins, épiceries qui livraient. Et ça, dans l'idée de maintenir les débouchés qui étaient possibles à maintenir à ce moment-là. Si on passe dans la phase d'adaptation, qui est plutôt la phase de confinement, on voit vraiment l'importance considérable que tiennent les clients particuliers dans cette phase. On va en reparler plus tard, mais finalement, c'est les ressources qui ont été acquises via les clients particuliers. C'est pas tant des producteurs et productrices qui sont allés chercher les clients que des clients qui sont d'eux-mêmes allés organiser des systèmes de livraison, des systèmes de panier ou aller chercher de nouveaux clients pour les producteurs. Et on voit aussi apparaître les acteurs agricoles, donc c'est les producteurs et productrices entre eux qui sont venus s'entraider pour réorganiser des marchés dans la ferme ou pour organiser des livraisons. On voit ensuite quand même que pendant cette phase, on a plusieurs autres acteurs qui participent avec des parts moins importantes à l'obtention de ressources, mais qui sont tout de même présents. On a les organisations agricoles, on a l'entourage non agricole, des institutions locales. Donc on voit vraiment que c'est une phase où il y a eu une grande mobilisation collective, et c'est important de le dire. En fait, finalement, pendant la crise Covid, c'est les agriculteurs et d'autres personnes qui ont fait face à cette crise, mais il y a vraiment eu une mobilisation générale pour y faire face. Et si on passe enfin à la phase que j'ai appelée transformation, donc la phase durant laquelle les agriculteurs et agricultrices ont mis en place de nouveaux projets, soit de commercialisation, soit de nouvelles productions sur leur ferme, on voit que là, ce qui est intéressant, c'est que les ressources sont principalement acquises par via d'autres producteurs et productrices. Les clients, que ce soit des clients particuliers ou des clients d'entreprise, restent importants, mais on a vraiment 40% des ressources qui sont acquises par les agriculteurs. Et je ne vous l'ai pas mis là, mais c'est particulièrement intéressant puisqu'en fait, c'est des agriculteurs qui, si on regarde précisément la nature des relations, sont devenus des amis. C'est-à-dire que la crise a permis à des producteurs, productrices de renforcer des liens qui existaient déjà entre eux, par exemple de voisinage, de s'entraider pendant la crise, de devenir amis, et donc à l'issue de la crise, de monter ensemble des projets pour faire face à de futures crises. Et vous verrez dans deux diapos, j'ai mis
eu l'exemple d'Émilie, qui est une agricultrice dans l'Hérault et qui m'a parlé de cette situation, qui finalement a rencontré ses voisins de la commune au moment du Covid. Ils se sont organisés entre eux pour faire un marché dans la ferme de l'un d'entre eux. Et finalement, ça s'est bien passé pour eux. Et donc, ils ont décidé de partir, de lancer un magasin de producteurs à l'issue de la crise Covid. Et en fait, c'est aussi dû au fait qu'ils aient des relations qui soient maintenant amicales. C'est devenu des amis. Et donc, finalement, ce renforcement de relations les a incités à changer leur mode de commercialisation collectivement. Et un dernier point que je voulais rappeler pour parler encore une fois de la dimension collective de la réponse à la crise Covid, c'est ce que j'ai appelé la passivité. Alors, je mets vraiment des guillemets parce que c'est pas dans l'idée que les agriculteurs n'aient rien fait pendant la crise Covid, c'est plutôt que finalement, il y a des ressources qu'ils ont obtenues sans même avoir de mobiliser des relations. C'est-à-dire que les clients, en particulier, c'est leurs clients, qui ont mobilisé leur réseau eux-mêmes pour aller chercher des nouveaux clients, pour aller chercher des matériaux, pour appeler, pour organiser la communication, sans même que les producteurs et productrices n'aient à leur demander. Et ça, on le voit particulièrement dans la phase d'adaptation, donc qui est la phase de confinement. On voit que plus de 60% des ressources ont été acquises de manière passive, c'est-à-dire que finalement, c'est les clients ou l'entourage des agriculteurs et agricultrices qui a été proactif et qui s'est activé pour eux pour trouver des solutions. Et ça montre la dimension vraiment collective de ces réponses qu'il y a pu y avoir. Et ça note aussi la particularité de la crise Covid, qui était une crise durant laquelle les gens ont été arrêtés. C'était aussi un laps de temps particulier pour les gens qui ont pu du coup plus facilement se mobiliser pour aider les producteurs et productrices que ça n'est le cas pour d'autres crises, notamment l'inflation. Quelques conclusions du coup sur la crise Covid. On avait deux enjeux. Le premier enjeu, c'est celui de maintien des débouchés, ou en tout cas de retrouver des débouchés qui ont été perdus. Et dans ce cas-là, c'est ce que je viens de dire, finalement, les clients que j'ai appelés tout le long particuliers, c'était des clients réguliers, fidèles, qui sont devenus des intermédiaires indispensables et qui ont permis l'agrandissement du réseau de distribution des producteurs. Et ces clients, ils ont vraiment été proactifs dans la recherche de solutions pour les producteurs. Et c'est par exemple illustré par ce que Serge, un agriculteur que j'ai pu interroger dans les Hautes-Pyrénées, me racontait qui me dit, quand les marchés ont fermé, les clients habitués m'ont tout de suite appelé pour que je leur fasse des paniers. Finalement, ils m'ont fait de la pub. Moi, je n'ai rien eu à faire. J'ai eu une cinquantaine de paniers par semaine. Et en plus, les marchés sont restés ouverts. Et donc vraiment, et finalement, tout le long de l'entretien, il était presque étonné de la proactivité qu'avaient eu ses clients pour l'aider dans cette crise et la passer collectivement, finalement. Et un deuxième enjeu, c'était la réorganisation, mais vraiment rapide des débouchés. Et là, pour le coup, on voit aussi que ça s'est fait à l'aide de voisins producteurs, de producteurs et productrices, mais également de tout ce qui est entourage non agricole, de familles et amis qui sont venus en renfort dans ces moments-là pour réorganiser rapidement les débouchés. Et c'est dans ce deuxième cas, c'est ce que je vous disais, ça a renforcé des relations entre producteurs voisins qui du coup ont mis en commun du matériel, du temps de travail, et ça a incité notamment à des transformations, et c'est l'exemple que je vous donnais d'Émilie, qui a finalement euh, mis en place avec d'autres personnes un projet de magasin de producteurs qui est désormais ouvert et fonctionne. Voilà pour ce qui est de la crise Covid. Et on va passer maintenant à l'inflation avant d'avoir quelques éléments de conclusion et de comparaison des différents cas. Bon, désolé, ma crise chronologique de l'inflation n'est pas encore aussi aboutie que celle de la crise Covid, mais ça montre aussi que finalement, ne serait-ce que sur la caractérisation d'une crise, on n'est pas sur les mêmes temporalités et on n'est pas sur les mêmes bornes temporelles. Là, on est plus dans ce qu'on pourrait appeler une perturbation latente finalement. Il n'y a pas eu un choc brutal, il n'y a pas eu une augmentation à un moment donné, c'est vraiment des hausses au fur et à mesure des prix, des charges qui font que ça a un impact sur les coûts de production au niveau de la production agricole et ça impacte également le porte-monnaie des consommateurs et consommatrices qui du coup parfois ont des tendances à changer leur comportement d'approvisionnement et donc ça impacte du côté aval les exploitations agricoles. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une crise qui s'étale sur 2 années, qui continue encore aujourd'hui, donc bientôt 3 années.
qui a débuté début au printemps 2022 avec des premières phases de hausse, des légères hausses à ce moment-là. Une phase à l'automne-hiver où on a beaucoup parlé du prix de l'électricité notamment et de tout ce qui était hausse des matières premières et des charges. Et une phase plutôt, je pense, qui correspond à mars, avril, février, mars, avril, puis mai, juin de cette année-là, où il y a eu des problèmes concernant certaines matières premières qui étaient de moins en moins accessibles et en termes de prix et en termes de disponibilité. Et en parallèle, des producteurs et productrices qui ont commencé à me parler de cette période où il y avait des volatilités plus grandes de, de demande de leurs clients. Donc voilà pour ce qui est de la caractéristique de cette crise. Donc on voit qu'elle est beaucoup moins bornée dans le temps. Et ce qui m'a conduit à faire des analyses un peu moins statistiques que ce que je vous ai présenté précédemment. Et finalement, j'ai identifié différents groupes de réponses à la crise d'inflation. Mais si on revient d'ailleurs pour comparer avec le Covid, les ressources, donc ce dont ils ont eu besoin pour faire face à cette crise de l'inflation, finalement, on se retrouve avec une partie que j'ai nommée autre, parce qu'elle regroupe beaucoup de choses. C'est en fait ils ont eu besoin comme toute activité de production, de matières premières euh, pour faire fonctionner leur exploitation. Or, là, les prix sont tels que finalement, ils ont eu besoin de prix raisonnables. En fait, dans tout ce qui est autre, c'est le maintien de prix d'achat qui ne soit pas trop élevé pour continuer à avoir une activité viable. Et on a aussi un élément qui apparaît et qui est assez important, je trouve, parce qu'on parle d'une crise économique, mais finalement, il y a toute une dimension sociale qui apparaît et c'est le soutien moral, qui est vraiment quelque chose dont beaucoup m'ont parlé, que je vais détailler ensuite. Mais donc voilà. Pour ce qui est des ressources assez générales, on a aussi eu beaucoup de... Il y a aussi les connaissances qui apparaissent, qui ça peut être assez étonnant, mais finalement, c'est des connaissances sur comment est-ce qu'on forme un prix, comment est-ce qu'on pose un prix, et quelles sont les diffusions qu'il y a pu avoir entre producteurs et productrices, des évolutions des prix selon les différents circuits. Donc finalement, ce que je voulais juste montrer avec ça, c'est que malgré le fait qu'on parle d'une crise plutôt économique, il y a quand même des éléments sociaux qui transparaissent dans les ressources dont ils ont eu besoin. Donc ça, c'est ce dont je viens vous parler. Et voilà. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour se réorganiser? Eh bien, en allant chercher dans tout ce que j'ai appelé soutien financier, vous allez voir, c'est de la solidarité entre producteurs. J'aurais pu aussi mettre achat groupé, c'est toutes les ressources qu'ont pu acheter en commun les producteurs et productrices pour limiter les charges. Euh, Ils l'ont fait. Et dans le soutien financier, il y a aussi ce dont je vais vous parler plus tard, mais le fait qu'ils se soient accordés sur certains prix, qu'ils aient limité la concurrence finalement. Il y a vraiment eu cet effet qui était présent. Et voilà. Et donc, comme je vous disais, finalement, là, j'ai pu identifier différentes stratégies de réponse à l'inflation. Et la première, ça correspond à des exploitations agricoles qui ont finalement été peu touchées, qui sont quand même touchées. Il faut pas, elles ne sont pas totalement indemnes, mais elles ont eu, du fait d'un système de production pensé bien en amont, les effets de l'inflation sont finalement faibles sur leurs exploitations. C'est des exploitations qui avaient anticipé ce genre de crise et qui, en tout cas, avaient pris en compte le fait de limiter les hausses des prix. C'est souvent des fermes de petite surface avec des modes de production limitant l'usage du tracteur, notamment, qui a beaucoup été rappelé, et d'intrants. Et c'est vraiment, comme je vous le disais, des fermes qui réfléchissent dès l'installation souvent à ce mode de production et ces systèmes assez autonomes. Et j'ai l'exemple, par exemple, de Benjamin qui est en Ariège et qui me dit, quand on parle de la crise de l'inflation, que c'est une des particularités, mais c'est un petit système très diversifié en vente directe, quasi exclusivement, suffisamment petit pour être faiblement mécanisé, voire pas mécanisé, et je l'ai pensé pour maîtriser au maximum mes éléments. Et si j'avais continué la citation, en fait, il me parle de comment est-ce qu'il a pensé la fertilisation, comment est-ce qu'il a limité l'utilisation d'intrants, comment est-ce qu'il a limité le tracteur, et vraiment dans cette idée d'être au maximum autonome. Et donc, dans ce cas, dans cette catégorie de réponse à l'inflation, ce dont ont eu besoin les agriculteurs et agricultrices, dont ils me font part, c'est justement de toutes ces matières premières qui sont allées chercher, non pas en les achetant, mais en essayant de mettre en place en allant les chercher, par exemple, chez d'autres producteurs. Ils ont eu besoin de matériel
avec des partages de matériel entre producteurs et productrices notamment. Et ils ont eu besoin, beaucoup me parlent de connaissances. Et là, dans connaissances, beaucoup me parlent de formations qu'ils ont suivies pour limiter, enfin, pour faire des modes de production qui soient plutôt autonomes, pour limiter l'usage du tracteur, pour utiliser des couverts végétaux, par exemple, des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est vraiment des connaissances qu'ils ont acquises en amont, au moment de leur formation, au moment de leur installation, et qui continuent d'acquérir et qui mettent en application et qui leur permettent, en tout cas dans le cas de l'inflation, de limiter les effets de celle-ci sur leur mode de production et de ferme. Et comment est-ce qu'ils ont acquis toutes ces ressources et comment est-ce qu'ils ont mis en place ce système finalement? En se basant sur des relations que j'ai appelées fortes entre producteurs voisins. C'est ce que je vous disais, par exemple, pour les matières premières, il y a beaucoup d'échanges de, par exemple, avec des éleveurs de fumier, de choses comme ça. Donc, c'est des producteurs qui sont non seulement voisins, mais avec qui ils ont des échanges réguliers, des relations de confiance, avec qui parfois il y a du matériel qui est acheté en commun ou il y a des achats groupés qui sont faits déjà. Et c'est aussi un groupe d'agriculteurs et agricultrices qui mobilise fortement tous les réseaux de formation. Beaucoup m'ont parlé de maraîchage, pardon, sol vivant, euh, mais aussi de GI2E qui se sont montés, notamment sur les couverts végétaux ou sur des systèmes de production qui leur permettent d'être plus économes. Et de beaucoup de réseaux de groupes d'échange informels entre pairs, finalement, pour améliorer leur système. Euh, une deuxième, euh, une deuxième réponse face à l'inflation regroupe des agriculteurs et agricultrices qui ont finalement, face à cette inflation, mis en place la stratégie de ce que j'ai appelé de maintien de leur clientèle. C'est ici des fermes qui sont souvent, enfin, voire toutes, en circuit court ou en vente directe, même si pas uniquement forcément, mais qui ont du coup des relations fréquentes et souvent de longue date avec leurs clients. Et c'est rappelé par exemple par Pascal, un agriculteur que j'ai interrogé dans les Hautes-Pyrénées, qui me dit, je vais pas dire que c'est des copains, mais presque. Moi, je les tutoie, mais entre guillemets, mes clients, je vois grandir leurs enfants. Donc en fait, il mentionne ce groupe d'agriculteurs et agricultrices mentionne vraiment le fait qu'ils aient une relation assez forte avec leurs clients et qu'ils veulent la maintenir, qu'ils ont peur dans cette situation d'inflation de perdre leurs clients qui n'auraient plus les moyens d'acheter leurs légumes. Et donc en fait, l'enjeu qui, eux, mettent en avant, c'est vraiment ce maintien de cette clientèle, de garder cette relation avec leurs clients. Et finalement, là, vous avez sûrement dû en entendre parler, mais c'est tout le groupe d'agriculteurs et agricultrices qui ne reçoit pas de ressources, mais qui presque en donne une parce qu'ils refusent d'augmenter leur prix. C'est vraiment ceux qui veulent limiter la hausse des prix de vente parce qu'ils veulent que leurs légumes restent accessibles. Et c'est par exemple ce qu'Adrien me dit, c'est difficile à admettre un prix juste. Donc il y a vraiment cette idée de prix juste qu'ils veulent donner à leurs clients. Voilà, là, l'inflation, non, enfin, j'augmente pas de 6 chaque année, même si l'inflation est de 5 ou 6%. Euh, donc, il y a vraiment cette idée de... ce groupe il est conscient que leur charge augmente, mais pour l'instant, ils essayent de limiter cette hausse de charge, ou en tout cas de rogner un maximum sur leur marge pour maintenir ses clients et conserver cette accessibilité de leurs légumes. Et là, quelles sont les relations qui entrent en compte? Là aussi, c'est des relations fortes, mais plutôt du côté de leurs clients, et qui sont des relations qu'on appelle polyvalentes. C'est-à-dire que c'est pas simplement une relation commerciale, même s'il y a cette dimension commerciale et marchande, puisqu'il y a un échange marchand entre clients et producteurs, mais c'est tout ce qui entoure cette relation. Par exemple, les clients du marché, c'est ce que dit Pascal dans le premier extrait que je vous ai mis, il voit les enfants grandir, il a des informations sur la famille, il a des informations, lui aussi donne des informations sur ce qui se passe sur sa ferme. Et finalement, l'enjeu, c'est vraiment de maintenir et de développer ces relations polyvalentes entre eux. Et c'est vraiment une dimension presque amicale qui entre dans cette relation initialement commerciale. Et donc, là, ce qui permet à ce groupe de faire face à l'inflation, c'est qu'en échange de maintenir ses prix et tout ça, eux, ils ont une forme de soutien moral. Les clients continuent de venir chez eux, d'écouter leurs difficultés. Et finalement, cette transparence, elle permet de maintenir cette relation d'un côté comme de l'autre. Et donc, on voit que là, l'ajustement, il n'est pas du tout au niveau économique, c'est vraiment la relation qui prend le pas. Un troisième groupe, c'est ceux qui maintiennent, là encore, un prix raisonnable. Qu'est-ce qui est appelé raisonnable? Là, c'est le groupe qui, finalement,
s'est rendu compte que les charges avaient augmenté, qui sont pas dans une situation, je dirais, entre guillemets, qui sont pas encore tout à fait dans le rouge, mais qui ont pris conscience qu'ils avaient besoin de réaugmenter leur prix pour continuer leur production. C'était vraiment nécessaire. Souvent, c'est ceux qui ont l'utilisation plus importante de tracteurs que les deux premiers groupes que j'ai déjà présentés, ou bien qui vendent leurs produits plus loin, qui ont par exemple besoin de livrer leurs produits et donc qui ont des frais d'essence qui ont augmenté beaucoup aussi. J'ai le cas de plusieurs agriculteurs en Haute-Garonne qui vont sur les marchés de Toulouse et donc qui ont vu leur prix d'essence vraiment augmenter. Et là, finalement, l'enjeu, il est d'augmenter les prix tout en les... Ils parlent tous de prix raisonnables, donc ils sont pas... Ils ont encore cette dimension de rester dans des prix qui restent accessibles. Et surtout, là aussi, ils veulent conserver leur clientèle. Et donc, ce dont ils ont besoin, eux, c'est de compréhension. Ils cherchent vraiment à avoir le soutien de leur clientèle. Et ils cherchent vraiment à trouver un arrangement qui leur permette d'augmenter leur prix, mais sans faire fuir leur clientèle. Et donc, c'est ce que Laura, une agricultrice de Haute-Garonne, me disait. Finalement, elle a décidé du coup de chercher le soutien moral de ses clients en leur parlant de ces difficultés qui sont sur les fermes. C'est des gens qu'on voit tous les samedis, donc après, en fait, ça devient des amis. Je pense que les gens aussi ont besoin de transparence. Et donc, elle, c'est vraiment là-dessus qu'elle a tablé. Elle a augmenté légèrement ses prix, mais tout en vraiment l'expliquant à ses clients pour les maintenir. Et ce qui se passe aussi dans ce groupe, et que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a une forme de soutien qui se met en place entre producteurs, les producteurs qui augmentent leurs prix, mais tous en les alignant les uns aux autres. Par exemple, sur un marché, j'ai le cas d'un exemple d'un marché à Tarbes, où tous les agriculteurs ont augmenté le prix de la salade au même prix. Et finalement, pourquoi? Pour permettre de rentrer dans leurs frais, mais en limitant les effets de concurrence sur les prix entre producteurs et productrices, ils se sont mis d'accord. Et donc là, pareil, si on revient à ces idées de relations, on a aussi des relations qui, du coup, se diversifient avec les clients, des producteurs qui commencent à parler de leurs difficultés avec leurs clients, qui n'en parlaient pas forcément avant, mais qui là le font pour justifier ces augmentations de prix. Ça leur semble vraiment nécessaire. Tous me disent que les augmentations de prix, ils en parlent avec leurs clients, ça leur semble important. Euh, et de l'autre côté, avec les producteurs, il y a un renforcement de la relation, puisqu'il y a une forme d'entraide qui se met en place, il y a vraiment des solidarités qui se mettent en place, ils se donnent des informations sur comment sont formés les prix. Et aussi, il y a vraiment, j'ai eu beaucoup de fois ce cas d'alignement des prix. Que ce soit sur des marchés de plein vent ou dans les magasins de producteurs, il y a vraiment cette entraide qui se forme où tous font les mêmes prix pour limiter la concurrence entre eux. À noter aussi que dans ces informations sur la formation des prix, il mentionne les réseaux agricoles dans lesquels ils vont chercher des informations. Et enfin, on a un dernier groupe, puisqu'il y en a quand même, malheureusement, qui ont du mal à répondre à cette crise, qui voient leurs charges augmenter, et en face, des débouchés pas forcément plus, plus rémunérateurs pour eux, qui n'ont pas des prix qui augmentent forcément malgré tout. C'est des exploitations qui ont des surfaces plus importantes, qui ont donc souvent plus de débouchés, donc qui ont des débouchés en circuit court, certes, mais souvent plus formalisés, avec par exemple des magasins spécialisés type Biocoop, voire des débouchés plus longs. Et là, en fait, finalement, c'est ce que je viens d'expliquer, ils ont besoin de nouveaux débouchés pour justement continuer à rentrer dans leurs frais, soit d'avoir des débouchés plus rémunérateurs, mais dans leur cas, c'est vraiment difficile de trouver ça. Et donc, la hausse des charges n'est pas compensée par le prix de vente de leurs légumes. Et là, à l'inverse des autres groupes où il y a plutôt une amélioration des relations, on voit une dégradation des relations entre clients et producteurs qui se met en place, et notamment qui est due aux clients qui parfois créent des situations d'incitation à la concurrence et à la baisse des prix. Et c'est souvent le cas cette situation de réponse difficile à la crise se retrouve dans des exploitations qui ont moins de relations avec d'autres producteurs, donc qui ont moins ces dimensions dont j'ai parlé avant de soutien moral et d'entraide. Et par exemple, pour illustrer la dégradation de relations entre clients et producteurs, c'est Stéphanie, une agricultrice de Haute-Garonne, qui me disait, les Biocoop, des fois, elles voient juste les prix, ce qu'elles peuvent acheter à la centrale. À la centrale, ils ont des légumes bien moins chers que chez nous. En fait, elle me parlait de ça parce qu'elle me rappelait le besoin qu'elle a en ce moment de négocier en permanence l'achat de ses fruits et légumes au Biocoop, qui la mettent en concurrence directe avec la centrale et qui donc n'ont pas du tout les mêmes prix.
Euh, Quelques conclusions sur l'inflation avant de passer aux conclusions plus générales. C'est, comme je vous le disais, une crise qui est quand même plus difficile à borner dans le temps. C'est pour ça que ça m'a pas permis des comparaisons vraiment très symétriques avec la crise Covid. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même deux paramètres qui entrent en compte pour expliquer ces différentes réponses face à la crise inflation. Il y a d'une part les systèmes de production, puisqu'on a vu avec le premier groupe que lorsque tout est pensé de façon assez autonome, il y a de l'inflation, mais celle-ci est vraiment atténuée. Et il y a aussi, et ça, il faut que je continue à le creuser, les modes de commercialisation. Parce qu'en fait, toutes les modes de commercialisation, notamment en circuit court, ne se valent pas. Et c'est vraiment en fonction des relations qui sont créées au sein de ces circuits courts qu'on a des effets variés de l'inflation. On a donc des effets positifs de relations dans le cas de vente directe, avec des clients qui sont une création de relations qui permet aux clients d'être compréhensifs et aux producteurs de parler de leurs difficultés, donc d'avoir vraiment cette transparence qui se met en place. En revanche, avec des intermédiaires de taille plus importante, c'est le cas par exemple des biocoop, on a une concurrence par les prix qui se crée et donc vraiment ça dépend du système de commercialisation et des relations que ça crée derrière. Et ensuite, si on se place de point de vue vraiment des relations, je l'ai répété à plusieurs reprises, mais on voit l'importance des relations que j'ai appelées polyvalentes, donc une relation marchande plus d'autres types de relations qui s'approchent de l'amical, même si elles sont contextualisées souvent dans le cadre du samedi matin ou de choses comme ça. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que les relations entre clients et producteurs qui sont presque amicales, eh bien, elles sont issues de la crise Covid. Et donc, il y a eu un effet dont je vous parlais au début, des clients qui se sont fortement mobilisés pendant la crise Covid, ce sont devenus des amis des producteurs. Et là, on les retrouve encore avec ce soutien moral et cette compréhension des situations des producteurs et productrices. Euh, et à l'inverse, finalement, les relations strictement professionnelles, donc qui sont simplement basées sur l'échange marchand, semblent plus fragiles et en tout cas semblent limiter la marge de manœuvre des producteurs et productrices pour faire face à l'inflation. J'ai deux slides de conclusion rapide avant qu'on passe aux questions et aux échanges, parce que je suis intéressée par vos retours. Si on tente de comparer les deux crises, c'est une slide très rapide, mais c'est que finalement déjà, on peut voir qu'il y a un effet des relations. Même si les ressources cherchées varient, on voit quand même que le soutien moral et l'inquisition d'informations, l'entraide restent des éléments vraiment importants. Et encore une fois, on parle pourtant de crise économique, mais comme quoi il faut vraiment lier les deux. Euh, et par contre, on voit des effets de relations qui semblent similaires, même si ce n'est pas mobilisé dans les mêmes cas. Les relations fortes et polyvalentes jouent vraiment un rôle dans la rapidité de réaction et dans l'adaptation aux crises. Il y a des formes d'entraide mutuelle entre producteurs et consommateurs. Et finalement, chaque crise renforce les relations et ce qui participe à améliorer la réponse à la prochaine. Il y a vraiment des processus qui sont de plus en plus collectifs. Et je voulais terminer en rappelant le rôle des CIVAM et leur rôle particulièrement dans ces créations de relations. Euh, Comme je vous l'ai montré au début avec ce trait jaune, là, finalement, ils n'ont pas été mentionnés en tant que tels comme acteurs ressources vers qui se tourner pour mettre en place des initiatives, notamment pendant le Covid, malgré le fait que les CIVAM aient monté des initiatives qui ont vraiment aidé des producteurs, notamment je pense à tous les drives qui ont été montés. Euh, Ils n'ont pas été forcément mentionnés comme tels, mais plutôt comme des réseaux à travers lesquels il y a des rencontres entre agriculteurs et agricultrices fréquentes, des formations autour de préoccupations qui les intéressent, par exemple la formation de prix ou en tout cas sur les itinéraires techniques ou sur des GIDE qui se montent et qui créent des relations d'échange et de discussion entre producteurs et productrices. Et finalement, tous m'ont mentionné le rôle des CIVAM comme d'autres, je parle des CIVAM ici, mais d'autres réseaux comme ça de producteurs et productrices qui accompagnent les producteurs et productrices comme étant des lieux propices au développement de ces relations et de ces échanges entre producteurs et productrices qui, du coup, se connaissent et ensuite s'appellent ou mobilisent les relations au cours des crises. Et donc, je pense que vraiment, ces réseaux que vous animez toutes et tous sont vraiment essentiels puisqu'ils permettent aux producteurs et productrices de savoir qu'ils ont ces relations qui sont mobilisables au moment des crises qui sont en cours. Je vous remercie pour votre attention. Hop, et j'arrête le partage d'écran. Merci beaucoup, Yentel. Et ben, il nous reste une petite demi-heure de questions-réactions. On s'était dit en préparant la visio que ce serait intéressant d'avoir à la fois bah, vos questions
de compréhension ou d'approfondissement pour Yental et à la fois vos témoignages, parce que là, on est du coup sur l'Occitanie, ce que vous avez pu observer, ce qui rejoint la présentation de Yental ou peut-être diffère de ce qu'elle nous a présenté dans les contextes que vous avez eus. Ce que je vous propose, c'est quand vous prenez la parole, de rallumer la caméra quand vous pouvez et de vous représenter parce qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées entre-temps. Je pense notamment qu'on a des producteurs qui sont arrivés, donc n'hésitez pas à nous dire là où vous vous retrouvez et ce que vous avez envie d'approfondir aussi sur ces questions-là. Alors, je ne sais pas qui se lance, vous pouvez lever la main ou mettre Nicolas. Alors merci, hein. Alors moi, de mon point de vue de paysan maraîcher, je corrobore en fait tout ce que j'ai entendu là, enfin, toutes ces observations. Cette idée de coopération, enfin, je me voyais en fait dans les situations décrites, puisque c'est mon quotidien. Il y a une question que je me dis, parce que donc j'ai bien identifié que dans chez les maraîchers, donc on est très 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 investi dans les outils de commercialisation, enfin de la démarche circuit court, tout ça. Et parfois, je m'explique ça, moi, en me disant qu'on est quand même la filière qui est oubliée des politiques publiques. Hein, les collègues éleveurs, les collègues ont des primes, ont une structuration, en tout cas, de leur filière, qui, par exemple, moi, j'ai découvert au sein des CIVAM, en partageant avec les collègues du Grand Ouest et tout ça, que presque 70% de leurs revenus étaient issus des primes PAC, notamment. Et je me dis, est-ce que cette capacité à coopération, c'est pas quelque chose qu'on a développé, nous, dans notre filière, qui fait justement de devoir compter que sur nous-mêmes? C'est très intéressant cette remarque parce que ça me fait penser à pendant la crise Covid, il y a eu beaucoup d'aides. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu plusieurs aides attribuées aux agriculteurs et agricultrices. Et quand j'en parlais aux maraîchers et maraîchères, aucun d'entre eux n'en ont bénéficié et n'en ont même eu vent. Et en effet, je pense que c'est notamment dû au fait, et beaucoup m'en ont parlé dans ce cadre-là, donc finalement, il y a une grande capacité d'adaptation et de coopération entre producteurs et productrices, mais par contre, le système administratif est trop. Je pense que c'est aussi corrélé au fait que l'activité de maraîchage est très, très chronophage et demande d'être partout à la fois, bon, comme tous les agriculteurs et agricultrices, mais et pas du tout cohérente avec ces dossiers administratifs qu'il faut remplir pour avoir toutes ces aides et tout ça. Euh, et donc, en effet, beaucoup m'ont parlé du fait qu'ils s'étaient un peu débrouillés comme ils avaient pu parce que finalement ces aides n'étaient pas accessibles, enfin la longueur que prenait le temps qui était nécessaire à monter ces dossiers était pas compatible avec l'urgence de l'adaptation dont ils avaient besoin. Bertille. Oui, donc rebonjour, moi c'est Bertie, conseillère technique en maraîchage bio dans les Hautes-Alpes. J'avais noté justement une question comme ça, quels les liens avec les subventions de l'État? Parce qu'en fait, limite, avec l'État, on pourrait dire qu'ils n'en ont pas besoin vu qu'ils s'en sortent, mais jusqu'à quand, vu qu'il y a une succession des crises? Et comment ça pourrait être aussi un levier pour remonter encore plus par rapport à ça? Donc ça, c'était un peu une première question ouais, le lien avec les subventions de l'État et parce qu'on entend souvent qu'ils rognent, tu l'as même dit, ils rognent les marges pour rester avec des prix abordables, mais en fait, ça marche pas indéterminément. Moi, j'ai beaucoup de cas d'arrêt de maraîchage sur mon département. Entre autres, tu disais, il y en a et ça a bien marché pendant le Covid, ils ont eu des clients fidèles et tout, du bouche à oreille, ça a bougé. Moi, j'ai le témoignage d'un maraîcher, c'est début juin, il avait 71 paniers, parce que c'était encore le confinement, et début juillet, il est tombé à 8, et il avait ses 200 kilos de tomates par semaine, et il les a jamais vendus, quoi. Du coup, voilà, c'était déjà il y a quelques années, mais maintenant, il en sent les conséquences actuelles, quoi. Donc,
Voilà, ça c'était juste la remarque pour le après des circuits de commercialisation qui avait été cette solidarité, combien de temps elle a duré. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est l'humain et le bénévolat qui a marché. Mais est-ce qu'on peut dimensionner ça de combien de temps ça tient en fait pour face à ces crises-là. Et donc ça, c'était mon deuxième point. Et j'ai un troisième point. Je dis les trois à la fois ou peut-être pas. C'était peut-être en quoi penses-tu quelle conclusion un peu de ta thèse pourrait aider les paysans bretons qui, eux, vivent une très très grosse crise en ce moment par rapport aux dégâts matériels qu'ils ont eu en fait et qu'ils ont. Je sais que j'avais encore la semaine dernière quelqu'un au téléphone, ils ont pris cher quoi. Et est-ce qu'ils auront les aides de l'État? Est-ce qu'ils monteront les dossiers? Parce que le maraîchage, ça reste quand même un peu l'oublié de tout ça dans l'agriculture. Voilà. Merci beaucoup Merci. pour, J'ai pris ma place dans la file, mais je te laisse répondre, Yantel. Et d'ailleurs, tout le monde a le droit d'apporter aussi des éléments de réponse si vous voulez réagir aussi. Et je t'en prie, Yantel, je t'ai interrompu. merci pour ces retours. Par contre, j'ai de l'écho, je sais pas comment ça se fait. Euh, Alors, on t'entend pas très bien, Yantel. Si tu peux couper ton micro, peut-être que c'est... Est-ce que Merci. vous m'entendez? Oui, c'est un peu moins. Merci Bertie pour ces remarques et questions. Je vais en faire une en lien avec les subventions et ce que disait aussi Nicolas précédemment. Euh, Il y a deux choses. Il y en a beaucoup qui... Enfin, il y a un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices que j'ai vu qui étaient en Ariège et qui est en train de monter qui sont en train de s'auto-former, par exemple, à la demande de DJA, des choses comme ça. Et en fait, il y a vraiment, je pense, un besoin de monter en compétence sur ce que sont les dossiers, comment on les monte et apprendre à le faire parce que là, il y a vraiment aussi un manque de temps de leur part de faire ça. Et donc, il y a une sorte de coopération qui s'est montée entre eux pour essayer de, de répondre à des demandes de subventions, des choses comme ça. Mais ça prend du temps. Et ce que tu disais sur le fait que les situations sont pas tenables, c'est tout à fait vrai. Les situations sont pas tenables en tant que telles. Ils vont pas rogner sur leur marge jusqu'à la banqueroute, quoi. En revanche, je pense que c'est pas forcément à l'échelle de l'État qu'il faut réfléchir ça, mais plutôt, par exemple, je vois les producteurs et productrices qui se sont organisés avec des groupements d'achat ou qui ont monté des magasins de producteurs et productrices, c'est souvent avec l'appui de collectivités locales ou dans le cadre de PAT. Finalement, à des échelles plus territoriales, plus ancrées, dans lesquelles se sont appuyés des politiques publiques, enfin, ils se sont appuyés sur des politiques publiques locales finalement pour maintenir leur système ou en tout cas le solidifier. Et la réponse que j'ai envie de faire à ta première question sur les subventions, tout ça, au niveau de l'État, enfin, je pense que c'est des échelles qui sont trop importantes et trop chronophages encore. Mais les échelles auxquelles ça semble marcher et qui semblent en tout cas maintenir dans le temps, puisque tu faisais la remarque sur la perte de clients ensuite et tout ça, et ben c'est aussi lié au fait que au niveau d'un territoire, s'il y a une synergie qui se crée entre pas seulement du coup des maraîchers et maraîchères, mais aussi d'autres producteurs, productrices, ça aide à consolider un peu ces, ces initiatives qui se montent. Euh, et encore une fois, comment dire, la coopération qui existe, elle est certes très bien, mais il faut peut-être l'officialiser, entre guillemets, pour pas que ça reste juste une roue de secours et une adaptation permanente et que ça puisse se maintenir. Euh, ensuite, pardon, il y a encore des gens qui arrivent. Euh, je sais pas ce que j'aurais à répondre aux paysans bretons, malheureusement, et le problème, c'est qu'il y a de nombreuses crises qui sont en train de se succéder et la fréquence ne cesse d'augmenter. Des aides de l'État et du maraîchage, je ne sais pas s'ils en auront, je ne sais pas comment, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent monter les dossiers. Mais là encore, j'ai envie de dire, tous m'ont parlé d'une forme de manque d'accompagnement. Donc à voir comment, je pense qu'il y a un accompagnement à mettre en place. Euh, mais je ne sais pas de qui il doit venir, dans le sens où les formations, ça prend du temps. Enfin, quelle modalité ça doit prendre, parce que les formations, ça prend du temps, ils me le disent aussi.
Mais je pense vraiment que c'est des échelles territoriales. Enfin, il faut retrouver des échelles territoriales et penser ça au niveau des politiques publiques territoriales, notamment parce que c'est des échelles aussi où ils sont sensibles à ce genre de démarches et ils peuvent les intégrer facilement. Dans le Tarn, j'ai échangé avec plusieurs agriculteurs et agricultrices qui ont développé, enfin, qui ont mobilisé le PAT qui est en train de se monter pour mettre en place des initiatives, pour se former et pour réussir à mobiliser aussi dans le temps long des clients avec le montage de groupements d'achat. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des points à ajouter sur les remarques. Sinon, il y a d'autres mains levées, je crois. Alors moi j'avais une autre question, mais Nicolas, tu voulais peut-être réagir. Oui, c'était pour réagir Ouais. par rapport aux aides de l'État. En fait, quand j'en discute avec les collègues maraîchers, effectivement, donc notre filière, c'est vraiment la filière oubliée en fait de ce dispositif. Est-ce que ça serait pas une chance? Et je rebondis sur ce qui est évoqué là. Donc déjà, on développe en fait des stratégies de coopération. Le point de vente collectif, pour moi, c'est un marché régulé. C'est-à-dire que on s'ouvre un espace, un marché, de façon à ce qu'on puisse y trouver des garanties, notamment des garanties d'écoulement de notre production, pas de n'importe quelle manière, puisqu'on s'organise au sein de ce point de vente. Notamment, on peut aller jusqu'à penser la répartition de la valeur, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite des garanties aussi auprès de nos concitoyens, parce que en fait, il y a un lien qui se crée sur le territoire, on est ancré sur ce territoire, et c'est ce qui nous fait dire en fait que une des impasses notamment de politique européenne ou même enfin, liées aussi à la redistribution de l'État, c'est pas le fameux paiement direct à l'agriculteur. Finalement, est-ce que nous, ce qu'on se dit, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin plutôt d'avoir ce cadre de garantie, ce cadre bienveillant, et c'est ce qui nous amène même à dire que plutôt que d'avoir des aides directes sur nos fermes, ça serait plutôt aider les territoires pour faire en sorte que justement il y ait un équilibre. Et ça, là, on parle d'alimentation, donc de besoin, de besoin vital. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres dispositifs à imaginer, beaucoup plus collectifs? Et ça rejoint ce à quoi je voulais réagir tout à l'heure, c'est qu'effectivement, toute cette coopération, ce qu'on développe là entre nos fermes, entre maraîchers, tout ça, les organismes de développement, que ce soit Sylvain ou autre aussi, c'est toute la force qu'ils apportent dans l'animation de cette dynamique collective. Et c'est ça qu'on vient chercher au côté éducation populaire et tout ça, entre autres aussi dans nos réseaux. Et autre chose aussi, c'est que au niveau des dispositifs en fait d'aide, il nous semble nous être que c'est beaucoup plus pertinent de penser en fait cette organisation, encore une fois à l'échelle d'un territoire et souvent quand on évoque ça, la bonne échelle pour nous, ça va être la communauté de communes en appui avec certainement des orientations départementales mais en tout cas, l'effet territoire, en tout cas pour faciliter et optimiser cette coopération, il est important, il me semble. C'est ce que je voulais partager en tout cas en réaction. Merci Nicolas. Clément, tu veux réagir sur les aides aussi ou Betty? C'est d'autres questions. Bah, du coup, je prends ma place dans la file. Moi, j'avais des questions autour de l'inflation que tu as présentée à la fin. Notamment, j'en avais deux. Est-ce que tu as identifié un peu quels étaient les postes inflationnistes? On a parlé du tracteur, mais dans les échos que nous, on avait eus, alors il y avait quand même du petit matériel sur la ferme, comme les bâches en plastique, mais il y avait aussi des choses qui étaient livrées liées à la commercialisation, notamment l'essence sur les livraisons et la pénurie qui n'était pas du même ordre, mais sur les bocaux en verre ou des emballages en carton quand il y avait un peu de conditionnement. Voilà, c'était une première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que sur ces crises, les fermes, elles partent comment dire, elles partent pas tous du même endroit, enfin du même point. Notamment sur la carte que tu as présentée au début, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'exploitation autour de Montpellier et aussi autour de Toulouse. Alors c'est peut-être un biais en termes de déplacement, de facilité de déplacement pour les rencontrer, mais je me demandais, est-ce que du coup des exploitations qui étaient plus proches de grands centres urbains ont connu des facilités sur ces réseaux relationnels?
voire éventuellement pouvaient déjà pratiquer des prix un peu plus élevés face à un public un peu plus solvable et du coup se permettre d'absorber un peu mieux la hausse de ces charges. Ouais. Et dis-nous comment, si tu veux prendre plusieurs questions et répondre à la fin, c'est possible aussi si c'est plus Hum, confortable. S'il y en a qui se rejoignent dans dans les personnes qui ont levé les mains, mais sinon je peux y répondre au fur et à mesure, ça me dérange pas. Ok, ben Ça ça peut n'a pas pas être l'air. Je grave. te laisse. Ok. Concernant les postes inflationnistes, en fait, c'est exactement, en effet, c'est ceux que tu as mentionnés aussi, à savoir, bon, il y a vraiment tous m'ont parlé du tracteur parce que c'est des prix importants. Il y a aussi, en effet, quand il y a du conditionnement, les pots en verre qui ont augmenté beaucoup. Et après, par contre, beaucoup m'ont aussi parlé des engrais qui ont beaucoup augmenté. Donc, ou en tout cas de matériel, de petits matériels sur les fermes qui, si le prix n'a pas augmenté, c'est aussi qu'il est plus possible à avoir, quoi. Il y a vraiment des pénuries. Je pense aux bâches en plastique, il y en a certains en tout cas qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient plus à en avoir, des choses comme ça. Et après, moi en tout cas, de ce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment aussi tout ce qui est livraison. Euh, Parce qu'il y en a pas mal qui font notamment des marchés qui sont pas forcément très près de leur exploitation. Euh, et au niveau de la situation géographique et de comment ça influence, oui, bien sûr, et il faut que j'aille là-dedans aussi. Mais dans tous les verbatims que j'ai trouvés, il y en a beaucoup qui me parlent de fait que à la campagne, enfin, il y a un peu cette opposition, entre guillemets, entre à la campagne, les gens, ils cherchent plutôt le prix. C'est aussi des gens qui ont peut-être des jardins et qui sont donc euh, moins enclins à payer cher pour avoir des légumes qu'ils peuvent avoir aussi. Tandis que dans les villes, et notamment en effet, c'était vraiment le cas à Toulouse, où il y a plusieurs marchés où des producteurs et productrices m'ont dit, c'est des marchés où finalement les personnes sont plus enclines à payer un peu plus cher. Mais c'est jamais des augmentations entre guillemets démesurées. Enfin, non, mais c'est jamais des augmentations qui sont à hauteur de l'inflation quand même, qui pratiquent, même s'ils augmentent les prix. J'ai l'impression qu'il y a une plus grande tolérance en effet dans les villes. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a certains qui, malgré les hausses de prix de l'essence et tout ça, continuent d'aller faire des marchés dans les grandes villes, même si ça leur coûte plus cher. Tandis que dans des marchés plus petits, ou en tout cas dans les marchés où il n'y avait pas forcément beaucoup d'autres producteurs vraiment, mais plutôt des primeurs, des choses comme ça dans les campagnes, certains ont arrêté d'aller au marché clairement, parce que c'était pas possible pour eux de répercuter sur leur prix de vente et que donc c'était plus possible. Donc en effet, il faut maintenant que je vois euh, comment les localisations de commercialisation influencent, enfin, leur permettent une plus grande marge de manœuvre ou pas. Merci beaucoup pour ta réponse, Clément. Je te laisse enchaîner. Oui, tu as commencé à y répondre un petit peu du coup, mais moi de ce que je comprends, c'est que mine de rien, il y a quand même pas mal euh, l'aspect consommateur qui finalement rentre en jeu parce que c'est pas mal des clients solidaires euh, qui connaissent le paysan qui vont continuer à le soutenir, notamment sur le Covid, on a vu ça, et un petit peu sur l'inflation. Euh, et du coup, je me demandais si tu avais pu déjà d'une part échanger avec ces clients qui ont été un peu moteurs pour aider les paysans ou au moins étudier un peu leur profil. Et autre chose, si tu avais pu voir d'autres types de clients, et en l'occurrence des clients qui participent à l'accès à l'alimentation. Donc là, je pense aux collectivités via l'Aristoco ou à des assos qui feraient de, de l'aide alimentaire ou assimilée. Et si elles aussi, elles avaient pu avoir un peu ce rôle-là de client solidaire, quoi. Alors, moi, j'ai pas fait des entretiens j'ai vraiment fait des entretiens uniquement avec, enfin, vraiment entretien semi-directif, tout ça, qu'avec des maraîchers et maraîchères. En revanche, dans le cadre d'un autre projet, j'ai pu échanger avec certains clients que tu as appelés consommateurs. Donc, c'est ceux notamment qui avaient mis en place des systèmes pardon, alternatifs pendant la crise Covid. Finalement, c'est tous des gens qui étaient engagés déjà dans des groupements d'achat ou qui avaient une relation interpersonnelle avec un maraîcher ou une maraîchère, quoi.
Donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Que c'est des gens qui sont, enfin, de fait, qui sont déjà engagés et qui, encore une fois, quand je parlais de proactivité, par exemple, j'ai échangé récemment avec des Amapiens et Amapiennes autour de Montpellier et qui me disaient que c'était eux qui avaient incité l'agriculteur à augmenter ses prix. Que lui-même ne voulait pas, mais qu'ils avaient vraiment incité en lien avec cette inflation. En revanche, j'ai pas la partie client plus volatile, entre guillemets, donc j'ai pas cette information à te donner. Et pour ce qui est collectivité, association solidaire, tout ça, j'ai pas eu d'entretien direct avec eux. En revanche, j'ai eu dans les entretiens avec des maraîchers et maraîchères des éléments de réponse. Et là aussi, finalement, c'est pas, par exemple, quand on parle des collectivités, de la restauration collective, tout ça, euh, il y en a certains qui me disent qu'ils ont commencé à travailler avec certaines cantines dans des villages ou des cantines plutôt d'écoles primaires, des choses comme ça. Mais c'est pas parce que c'est un projet de la mairie, c'est plus parce que le cuisinier, enfin c'est vraiment la relation avec le cuisinier qui accepte de faire des efforts, qui accepte de faire des lots plus petits. Et encore une fois, du coup, ils me disent que c'est vraiment de la négociation inter-individuelle qui fait que ça se met en place et pas une volonté de porter plus largement. Et par contre, au niveau des associations, j'ai pas eu de retour, donc je peux pas te parler. Voilà. Très bien, merci. Betty. Oui, moi je voulais parler justement de la restauration collective et de ce débouché qui, a priori, devrait se développer par les financements qu'il y a avec les PAT, l'envie aussi de, de fournir les écoles et enfin, l'ensemble des restaurations collectives de la part des maraîchers. Et du coup, les conséquences, l'influence de ces crises sur, sur ça et sur voilà, l'approvisionnement de la restauration collective. Merci. J'ai pas forcément d'éléments là-dessus en tant que tel. Je sais juste que par exemple, autour de Montpellier, il y a un GI2E qui s'est monté sur ce sujet euh, d'approvisionnement de la restauration collective et que les agriculteurs et agricultrices apprécient le fait d'être en collectif justement pour livrer enfin, pour se déboucher et ne pas le faire individuellement à chaque fois. Mais par contre, je sais pas dans quelle mesure, comme on est encore sur une distinction par le prix en ce qui concerne les marchés publics, ça va sûrement avoir un effet, mais j'ai pas d'éléments plus que ça. Désolée. Nicolas? Oui, très court. Est-ce qu'il y aurait le territoire, donc là c'est en Occitanie qui a été choisi pour. Est-ce qu'il est envisagé d'étendre ça à d'autres territoires ou au niveau national? Alors, pas pendant ma thèse. J'ai fait Occitanie et du coup, c'est intéressant de discuter avec d'autres territoires. Il y avait notamment un projet en Bretagne que j'ai pu suivre et des échanges comme ça qui me permettent d'avoir un point de vue plus large. Mais sinon, non, c'est l'Occitanie qui a été. Sauf si d'autres projets s'y intéressent et que ça me permet de faire des comparaisons, mais moi, j'irai pas faire d'autres entretiens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est au bout de notre heure et demie, mais on veut laisser repartir personne avec une question, donc n'hésitez pas à lever quand même encore la main. Et la question de Laetitia Eh ben dans oui, le chat. ce sera même notre conclusion parce que justement, on se disait on pourra se donner rendez-vous pour une suite à ce webinaire. Donc merci encore vraiment beaucoup Yentel d'avoir accepté. C'est pas un exercice facile de nous faire un retour intermédiaire. Tu es encore dans l'analyse des résultats de ton travail et nous, c'est très précieux sur les questionnements qu'on se pose en ce moment sur l'inflation. Et on sera ravis de faire une suite avec tout l'aspect climatique et sécheresse et puis ce qu'on aura pu observer entre-temps. Est-ce que Nicolas, tu veux le mot de la fin sur cette vision? Non, ben, encore une fois, répéter que c'était très intéressant et que, donc moi, de mon point de vue de maraîcher, il y a beaucoup de choses qui se corroborent et
vraiment génial de s'être intéressé à, à notre filière en fait sous cet angle-là, surtout sous l'angle territorial et tout ça. Encore une fois, merci beaucoup.